petit fakir n'a jamais peur du pire. Le petit fakir. On entend constamment qu'il n'y a qu'une solution à la crise de la dette, c'est l'austérité, la réduction des dépenses publiques, ainsi de suite. Le seul enjeu de 2012, sous-entendu l'élection présidentielle, ne doit-il pas être la réduction de la dette française et les moyens proposés pour y arriver? Oui, Si. bah oui, Bien sûr. c'est bien tout le problème. Tout le monde est d'accord? Mais il faut le faire aussi, Aujourd'hui, c'est comme les il Grecs. n'y a pas d'alternative au désendettement de l'État. Il n'y a pas d'alternative au désendettement de l'État. Pas d'alternative au désendettement de l'État. On s'est dit, mais la France, elle en a déjà traversé plein des crises d'endettement. C'est un problème qui est assez régulier. Donc comment, jusqu'à maintenant, on s'en est sorti? Pour ça, on a notamment lu un bouquin qui n'est pas un truc fait par des gauchistes, tu vois. Ça, c'est un bouquin rédigé par Kenneth Rogoff, qui est un ancien économiste du FMI. Il parle par exemple de Philippe le Bel. Philippe le Bel, au début du XIVe siècle, il est hyper endetté, notamment à l'égard des Templiers. Cet ordre religieux a acquis des terres immenses, des fermes, des trésors, de l'or et ainsi de suite. Donc Philippe le Bel, qui lui a des dettes, se dit bon bah comment je vais les régler? Les Templiers, c'est une secte, ce sont des hérétiques. Qu'est-ce que je fais avec les hérétiques? Je les prends, je les brûle, ils récupèrent leurs biens et ces dettes sont largement réglées. Mais les Templiers étaient persécutés, mon père me l'a dit. On les jetait au bûcher. Et qui jette-t-on au bûcher, hein? Les hérétiques et les sorciers. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Philippe le Bel, il y a aussi Louis XIV par exemple. Louis XIV a des grosses dettes à l'égard de son surintendant Fouquet. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah, Fouquet a tenté de me renverser. C'est pas bien, hein, monsieur Fouquet, de vouloir faire un coup d'état comme ça. Je l'emprisonne, je l'exile, je récupère ses biens, et voilà mon problème de dette partiellement réglé. Et ça a été une méthode presque traditionnelle dans l'histoire de France pour régler les dettes. D'après Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt, là, la France, elle a répudié ses dettes à 8 occasions entre 1500 et 1800. 8 fois, elle a dit à ses créanciers, on ne vous payera pas, tout simplement, nous ne payerons pas nos dettes. Et c'était devenu tellement une tradition, comme les rois de France, ils en avaient pris l'habitude, le peuple avait fini par appeler ces épisodes des saignées. Tous les siècles, on saignait les créanciers, on les passait sur le bûcher, on leur coupait la tête, et ainsi de suite. Et c'était une manière de, nous dit Kenneth Rogoff, il dit c'est une forme ancienne et radicale de restructuration de la dette. Et ça a fonctionné finalement. À tel point qu'un ministre des Finances, à la fin du XVIIIe siècle, l'abbé Terré, y conseillait la banqueroute est nécessaire une fois tous les siècles afin de mettre l'État au pair. Juste, je vous ai préparé un petit graphe aussi là-dessus qui est très intéressant. Il y a un petit graphique qui se trouve là et qui montre que quand on fait un défaut de paiement, un défaut extérieur sur des dettes à l'extérieur du pays, 3 ans après, eh ben le PIB, le produit intérieur brut, revient au point initial. En 3 ans, quand on fait défaut, en 3 ans, le problème économique est résolu. On peut s'asseoir sur nos dettes, on est prêt à être plus clément, plus humain que ne l'a été Philippe le Bel à l'égard de Templiers ou que ne l'a été Louis XIV à l'égard de Fouquet. On ne promet pas Michel Pébreau, dirigeant de BNP Paribas, les dirigeants de la Société Générale, les dirigeants de HSBC, les dirigeants de Goldman Sachs, les dirigeants de Lazare, on ne leur promet pas à tous le bûcher ou l'emprisonnement. Il s'agit d'être plus clément, mais néanmoins, liquider la dette, ça reste une solution possible, pensable. Le petit fakir. Tout le monde a lu ce petit journal. Bizarre, Il se le passe. pour ne pas dire étrange. Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique? Le petit fakir n'a jamais peur du pire. Bizarre. Le petit fakir. Le petit fakir. Il y a un autre moyen qu'on a trouvé dans notre histoire pour régler le problème de la dette, c'est la confiscation.
Qu'est-ce que la Révolution française? Pour l'essentiel, le règlement des problèmes de la dette. Entre 1777 et 1783, la France mène aux États-Unis et en Amérique une guerre d'indépendance aux côtés des Américains contre les Anglais avec Lafayette. C'est une guerre dont on sort victorieux, mais ruiné. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. À tel point qu'en 1788, la moitié du budget de l'État est consacrée au service de la dette. Que décide Louis XVI? Il souhaite faire une réforme fiscale. Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Donc, je convoque les États généraux. Pendant ces États généraux, le clergé et l'aristocratie vont s'allier contre le tiers État pour lui imposer de nouveaux impôts. Et voilà, mon problème sera réglé. Sauf que la bourgeoisie est devenue une classe puissante et confiante en elle-même, et donc elle fait ses cessions avec le serment du jeu de paume, qu'elle trouve des alliances avec le peuple qui prend la Bastille, qui sème la grande peur dans les campagnes, et ainsi de suite. Bon, bref, le plan de Louis XVI, il tombe à l'eau. C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Mais à l'automne 1789, le problème de la dette n'est toujours pas réglé pour la France. Alors là, il y a une idée qui germe. Et c'est un évêque qui va l'énoncer. C'est Talleyrand. Le 10 octobre 1789, Talleyrand propose qu'on confisque les biens de l'Église. C'est dans l'histoire socialiste de la Révolution française. Que dit Talleyrand? Messieurs, l'État depuis longtemps est aux prises avec les plus grands besoins. Nul d'entre vous ne l'ignore. Il faut donc de grands moyens pour y subvenir. Cette ressource me paraît être tout entière dans les biens ecclésiastiques. Et quelques semaines plus tard, cette mesure prodigieuse, elle entre dans les faits, parce que c'était devenu une nécessité. Les biens de l'Église sont confisqués et sont revendus sous forme d'assignats. Et c'est ça qui va régler largement le problème de la dette et même financer ensuite les guerres révolutionnaires. Vous prenez-vous pour Paris, monsieur? À vous tout seul? Moins que vous, l'abbé, qui vous prenez pour Dieu. Le plus beau dans tout ça, c'est à quelle vitesse les esprits mûrissent face à des problèmes importants comme ça. Puisque un an plus tôt, en octobre 1788, personne, pas une personne, dans le royaume, n'aurait songé à confisquer les biens de cette puissance colossale qu'est l'Église. Et un an plus tard, c'est entré dans les faits. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les prendra. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas un paquet de trucs à confisquer et des biens qui sont tout aussi illégitimes qu'à l'époque les biens de l'Église? On peut songer d'abord à toutes les sociétés d'autoroutes, des grands médias, EADS pour l'aéronautique, le gaz, l'électricité dont les tarifs ne cessent d'augmenter, qui ont été donnés ou vendus à trop bas prix au privé, dont on pourrait très bien considérer que ce sont aujourd'hui des biens illégitimes. Et enfin, depuis 30 ans qu'on nous répète que c'est la crise, la part des dividendes comparée à la masse salariale a triplé. Les dividendes ont triplé. Est-ce que, quand on nous répète que c'est la crise, ces biens sont pleinement légitimes? Mais alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de grands groupes et de grands chefs d'entreprise qui réussissent? Alors allez-y, continuez. Je pense qu'il est temps que surgissent de nouveaux Talleyrand qui viennent nous dire que les biens accumulés par Bouygues, par Lagardère, avec EADS, tous ceux qui se sont nourris du bien public ont finalement des fortunes illégitimes aussi qu'on doit pouvoir songer à confisquer. La loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Pour leur couper la dette, on a présenté jusqu'ici des solutions qui sont des solutions assez radicales. La confiscation, le défaut.
mais il y a eu des solutions moins dures à travers l'histoire. En décembre de l'année dernière, la Banque Centrale Européenne a donné au taux de 1% 489 milliards d'euros aux banques. En mars de cette année, elle a redonné 530 milliards d'euros aux banques. Et elle n'a pas du tout précisé à quoi devait servir cet argent. Or, bizarrement, qu'est-ce qu'on lit dans le courrier Picard? Le vice-président du conseil régional de Picardie qui dit ceci: « Nos finances sont saines, mais les banques ne sont pas intéressées par des prêts à 3 ou 4% qui ne leur rapportent pas suffisamment. » C'est comme si on avait un long tuyau qui partait de la Banque Centrale Européenne, qui passait aux banques commerciales, qui devrait normalement aller vers l'économie réelle, mais en fait ce long tuyau est complètement percé, il a plein de trous. Ça a été les start-up, ça a été la bulle immobilière, ça a été les subprimes, où ça rapporte nettement plus que des prêts au conseil régional de Picardie à 3 ou 4%. Et voilà, donc le fléchage c'est quoi? C'est interdire ces trous-là, c'est colmater ces trous et dire voilà, on vous donne 530 milliards, on vous donne 489 milliards, mais c'est pas pour des subprimes, c'est pour financer des écoles, c'est pour financer des crèches, c'est pour financer des hôpitaux, c'est pour financer des routes, c'est pour financer du réseau SNCF, c'est pour financer des tramways. Et donc on flèche, on dit aux banques, voilà, vous avez le droit, on vous accorde des crédits, mais ça doit servir à ça. Pour Christian Noyer, qui est l'actuel gouverneur de la Banque de France, le fléchage, en fait, c'est un système soviétique. Sans le savoir, jusqu'en 2008, en France, on a vécu dans un modèle de type soviétique. Parce qu'au fond, le livret A, c'était quoi? Le livret A, ça a été instauré en 1818, et ça a toujours permis de développer les grands projets de l'État. Chacun dépose sa petite épargne, et ensuite, ça va permettre de faire développer des projets publics. Au XIXe siècle, on avait le développement du réseau de chemin de fer français. Pendant l'entre-deux-guerres, ça a permis d'électrifier les campagnes. Et ensuite, ça a permis le développement de tous les logements sociaux, jusqu'en 2008, où Nicolas Sarkozy l'a réformé afin de venir en aide aux PME. Le livret A pour toutes les banques, c'est ce que souhaite le gouvernement à partir du 1er octobre prochain, une banalisation réclamée depuis longtemps par Bruxelles. Certains analystes estiment que le manque à gagner pour la Poste et les caisses d'épargne pourrait s'élever à 1 milliard d'euros. L'autre surprise, c'est quand même qu'il y a 2 poids 2 mesures. Parce que quand la Banque Centrale Européenne donne de l'argent à la Grèce, elle envoie un tas d'experts au ministère de la Santé en Grèce pour vérifier que son plan est bien appliqué, qu'il y a de la rigueur, qu'il y a une cure d'austérité, qu'on réduit les retraites, et ainsi de suite. En revanche, quand la Banque Centrale Européenne donne 1000 milliards d'euros aux banques, derrière, il n'y a aucun expert européen qui se déplace pour vérifier que les fonds qui sont donnés à ces banques sont utilisés pour des crèches, des écoles, des maisons, le financement de l'économie réelle et non pas des bulles spéculatives.